Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. 3 titres retenus dans ce journal. La coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO au centre des entretiens hier entre le président de la République Alassane Ouattara et Audrey Azoulay, la directrice générale de cette institution onusienne. Audrey Azoulay qui achève aujourd'hui sa visite officielle dans le pays. La Côte d'Ivoire face à l'augmentation des tarifs de transfert d'argent. Depuis le 25 février dernier, des entreprises de téléphonie mobile ont procédé à une hausse des frais des transactions du mobile money, 7,2% sur les différentes opérations. Enfin, la présidentielle au Sénégal, les électeurs toujours dans l'attente des résultats. Pour en parler, Sidonie Davila depuis Dakar, la capitale. Merci de votre attention. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. L'ordre du jour de cette réunion comporte plusieurs points, notamment les questions relatives au développement du pays. Nous allons donc revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Autre activité du chef de l'État ivoirien, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier Audrey Azoulay, la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cette rencontre a eu lieu à la résidence du chef de l'État dans la commune de Cocody. Les deux parties ont évoqué les différents aspects de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO. Les questions de patrimoine culturel et d'éducation. Le point avec Awa Touré. La directrice générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à Abidjan pour une visite officielle de 48 heures. Le projet d'alphabétisation lancé en 2017 et qui concerne 2 groupes de 260 femmes sur 2 marchés d'Abidjan. La visite de la ville de Grand Bassam, classée depuis 2012 au patrimoine de l'UNESCO, ainsi que la découverte des archives de la Fondation Ampateba constituent les grandes articulations de ce séjour en Côte d'Ivoire. Un séjour qui a débuté mardi par un entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons le grand honneur et le plaisir d'accueillir Mme Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, qui est en visite officielle en Côte d'Ivoire. Madame, c'est un bonheur de vous avoir ici et merci pour tout ce que l'UNESCO fait pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mais c'est moi qui vous remercie de cet accueil pour ma première visite officielle en tant que directrice générale de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir reçus avec mon équipe. Nous avons évoqué avec le Président les différents aspects de la coopération très riche entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO, les questions de patrimoine culturel, les questions d'éducation, bien sûr, nos différentes collaborations pour la paix, pour la recherche de la paix, et tous les sujets d'avenir qui nous rassemblent, au premier rang desquels aussi la défense du système multilatéral et de la coopération internationale. Ministre de la Culture sous François Hollande de février 2016 à mai 2017, Audrey Azoulay a pris la tête de l'UNESCO en octobre 2017. Direction à présent Rome, en Italie. Le vice-président ivoirien est l'invité spécial du programme alimentaire mondial. Daniel Kablan-Duncan a participé hier à un panel sur la nutrition. L'occasion pour le vice-président de parler de l'expérience ivoirienne. Le point avec Jérôme Kofi Aboula. Mardi 26 février, le vice-président Daniel Kablan-Duncan est à son 2e passage au siège du PAM à Rome, 24 heures après la tenue de la première session ordinaire 2019 du conseil d'administration de cette institution. Cette fois, il s'y retrouve en tant que panéliste. Et c'est au tour de Sun Movement, une organisation pour la promotion de la nutrition, que se déroule la cérémonie. Il s'agit pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan d'exposer à travers ce mouvement sur l'expérience ivoirienne en matière de nutrition. Je voudrais rappeler une phrase du président Félix Houphouët-Boigny, qui fut le premier président de la Côte d'Ivoire, et qui disait qu'un homme qui a faim
n'est pas un homme libre. C'est important parce que c'est toute une philosophie qui dit que la première des libertés, c'est de pouvoir manger à sa faim. D'où l'importance de ce dossier de la nutrition, de l'alimentation, de la sécurité alimentaire. Je dois dire que, dans ce sens, le président Alassane Ouattara, qui est l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, a souhaité que nous puissions adhérer au mouvement SUN. Et c'est en 2013, à Londres, que nous avons adhéré donc au mouvement SUN. Le président Alassane Ouattara a pris un décret mettant en place, hier je plaisantais en disant c'est CNN, en fait c'est CNN en français, qui est le Conseil national de la nutrition. Ce Conseil national de la nutrition, présidé alors par le Premier ministre que j'étais, comprenait une dizaine de ministres. Il couvre pas seulement les secteurs techniques comme la santé, l'agriculture, etc., mais aussi les secteurs économiques, parce que ça a besoin de financement. Le CNN a été mis en place dès donc juillet 2014. Et quand je suis devenu vice-président de la République, le président de la République a décidé que l'ancrage va être fait au niveau du vice-président de la République. C'est vous dire à quel niveau le président de la République a mis ce dossier de manière à pouvoir s'assurer que ce dossier est, disons que, traité comme il faut, en coordination avec le Premier ministre qui est le vice-président du CNN. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, la Côte d'Ivoire a de l'expérience à partager avec la mise en place du centre d'excellence régional en vue de la lutte contre la faim et la malnutrition. C'est à ce titre qu'il indique que ce centre, au lieu d'exercer seulement sur le sol ivoirien et en Afrique de l'Ouest, doit s'adresser à tout le continent africain sur tous les aspects de la nutrition. La 56e édition du Salon international de l'agriculture se déroule actuellement à Paris, la capitale française. La Côte d'Ivoire, bien entendu, participe à ce grand rendez-vous. Le pays, justement, met en exergue deux de ses ressources naturelles, notamment le poisson et l'escargot. On en parle avec Hugues Hervé-Blé. Salon international de l'agriculture de Paris, après plus de 48 heures de présence assidue, le moment est venu de prendre soin des stars du stand du ministère des Ressources animales et halieutiques. Rien n'est négligé pour permettre aux tilapia et aux silures, les mascottes des ressources halieutiques, de continuer à jouer pleinement leur rôle. Nous sommes en train de siphonner, c'est-à-dire nettoyer les particules solides qui se retrouvent dans le fond de l'aquarium. Ensuite, renouveler l'eau pour permettre aux poissons d'être dans un certain confort. Les eaux troubles peuvent asphyxier les poissons. Pas question de perdre les poissons, tout est mis en œuvre pour leur assurer un certain confort, et cela depuis Abidjan. Il faut mentionner que les poissons sont situés d'une part à Jacquesville et d'autre part à Mopoyem, où se trouvent les stations du ministère. Et donc, à partir de 15 h, nous quittons les villes de la province pour nous retrouver à l'aéroport où nous faisons un dernier contrôle avant l'embarquement. Rendu tiède, l'eau permet aux poissons d'évoluer dans un environnement semblable à celui d'où ils ont été tirés. À l'escargot Achatina, cet autre digne ambassadeur des ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire, à ce salon, il faut aussi évoluer dans un environnement particulier et l'on y veille. Qui viennent d'où? Côte d'Ivoire. C'est énorme. Hein? Il leur faut des conditions de température entre 22 et 25 degrés. Donc il y a la lumière qui est utilisée pour pouvoir chauffer l'aquarium. C'est difficile à entretenir. L'eau, la température et puis la nourriture, il est quand même assez aisé de pouvoir le faire si ces trois conditions-là sont réunies. Quand on le voit comme ça, on n'a plus envie de le manger. Hein. Ah bon? Oh. Ça, c'est pas le petit gris, ça, c'est le gros gris. Mignon, donc c'est le gros gris. C'est déjà un plaisir que de voir des gens admiratifs. Mâchoirons, tilapia et escargots sont bichonnés. Ce jeudi, ils seront à l'honneur à la journée ivoirienne, prévue en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani.
Retour en Côte d'Ivoire où les consommateurs font désormais face à un problème. Il s'agit de l'augmentation des tarifs de transfert d'argent. La raison, le cumul des taxes d'un montant de 7,2% sur les bénéfices des opérateurs contenus dans l'annexe fiscale 2019. On en parle avec Cheikh Koné. Bonjour. Conformément à l'annexe fiscale 2019, de nouvelles taxes s'appliquent aux transactions. Consultez les nouveaux tarifs. C'est par ces messages via les téléphones portables et les plateformes des réseaux sociaux diffusés le lundi 25 février que les 3 opérateurs de téléphonie mobile ont informé leurs abonnés sur la mesure d'augmentation des frais de transaction. Une hausse pour la moins surprenante pour les consommateurs. Il faut dire que concernant l'augmentation du transfert, là, mais concernant moi, ça ne m'arrange pas. Vu l'évolution de certaines choses-là, c'est trop. Viviane Guesson s'est rendue dans un point d'émission de monnaie électronique. Pour un transfert de 25 000 francs CFA, elle déboursait habituellement 1100 francs CFA. Mais ce matin, Viviane va devoir ajouter 90 francs CFA sur les frais, soit 1190 francs CFA. Je trouve qu'il y a un peu trop de taxes dont on ne comprend pas le sens. Que ce soit avec d'autres opérateurs, on a toujours des augmentations de taxes. On ne comprend pas pourquoi, on n'est pas informé. Mais ça ne peut pas continuer éternellement d'imposer, de taxer, on ne sait pas pourquoi. La hausse des tarifs varie d'un opérateur à un autre et d'une tranche à une autre. Un exemple. Pour une tranche comprise entre 1,5 million de francs CFA et 1,5 million de francs CFA, les frais s'élèvent à 21 445 francs CFA contre 19 900 francs CFA, soit une hausse de 1 545 francs CFA. Pour les opérateurs, cette augmentation fait suite aux mesures de la nouvelle annexe fiscale 2019 qui applique une série de taxes sur le chiffre d'affaires des entreprises émettrices de monnaie électronique. Ce n'est pas de notre fait. L'annexe fiscale a bel et bien été votée par l'Assemblée nationale, donc ça ne vient pas de nous. C'est en application de principes comptables simples qui veut que lorsqu'une entreprise voit ses charges augmenter, et lorsque ces nouvelles taxes sont notamment des taxes à la consommation, il est clair que cela doit être répliqué sur le prix du bien ou du service produit. Toutefois, les opérateurs précisent être ouverts aux discussions. Du côté de la Direction générale des impôts, une hausse des tarifs ne saurait s'expliquer. L'article 14 de l'annexe fiscale 2019 est venu leur préciser que la commission perçue du fait des opérations de transfert d'argent, cette commission-là entre bel et bien dans le champ d'application de la taxe. Pour prendre un exemple, lorsque vous faites une opération de transfert d'argent à 100 000 francs, la commission de l'opérateur est de 2100 francs. Vous devez calculer donc l'ensemble de ces taxes-là à un taux cumulé de 7,2% sur les 2100 francs. Ça fait à peu près 150 francs, qui est demandé à l'opérateur sur la commission. Et donc, c'est la commission de l'opérateur qui est concernée. Le consommateur final n'est nullement concerné par l'opération. Par conséquent, pour le directeur général des impôts, la répercussion de cette taxe sur les consommateurs est illégale. Dans un communiqué, la Direction générale de l'autorité de régulation des télécommunications a exigé de tous les opérateurs de téléphonie l'arrêt immédiat de l'application des nouveaux tarifs entrés en vigueur. Bien que sur le terrain, cette mesure n'est pas encore applicable, quelques consommateurs saluent la décision. Je tiens à saluer les régulateurs du marché et la DGI. Elle gagnerait plutôt à aller plus loin. Et la question que je voudrais poser, quelles sont les dispositions qu'ils prendront pour nous qui avons effectué des transactions d'hier à aujourd'hui? Notons que dans l'annexe fiscale 2019, en son article 14, au titre des mesures de rationalisation et de modernisation, des taxes spécifiques exigibles des sociétés de téléphonie ont été instituées. Il s'agit des taxes de 0,2% pour la promotion de la culture, de 5% sur les entreprises de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, et de 2% pour le développement des nouvelles technologies en zone rurale, soit un total cumulé de 7,2% de taxes. Un tout autre sujet à présent, où en est le PRONER, Programme national d'électrification rurale. Ce projet, lancé en 2013 par le gouvernement ivoirien, vise à électrifier un minimum de 500 localités de plus de 800 habitants par an. Les précisions de Jean-Louis Gbangbo.
Bougou, village situé à 38 km de Kong, dans la région de Tchologo. Bien que doté de nombreux indicateurs de progrès, ce village de plus de 3000 âmes est dépourvu d'électricité. C'est pourtant à Bougou que Mawa, coiffeuse, a choisi de s'installer. Un choix qui ne va pas sans conséquences. C'est le manque de courant qui me fatigue actuellement. Si on a le courant, il y a des modèles, je peux faire ça. Mais actuellement, sans le courant, ça me fatigue beaucoup. Je ne peux rien faire d'autre. Si ce n'est pas les chiens, avec les macoussis. Le peu que je gagne, mais ça ne me suffit pas. Ça n'arrive pas à mes besoins même. Ça me fatigue beaucoup. Mawa n'est pas la seule à Bougou dont l'activité est impactée par l'absence d'électricité. Ce commerçant qui propose dans sa boutique de la boisson fraîche à ses clients a recours à l'énergie solaire pour contourner cette difficulté, autant que certains habitants de ce village. J'ai payé panneau de 200 000 par 3. Et puis, j'ai payé batterie, quoi. Batterie pour 160 encore 3. Et puis, il y a un transport que j'ai payé à 140 000. C'est ça, j'ai appelé quelqu'un et venu installer pour moi, j'ai travaillé avec ça. Amadou a investi plus d'1 200 000 francs CFA pour la bonne marche de ses affaires. De l'énergie solaire pour le commerce, mais également pour l'usage domestique. En tout cas, il y a 5 ampoules, appareil à la télévision, et puis toujours, on est en train de charger le tout portable du quartier là, c'est ici. S'il est établi qu'elle contribue à réduire la fracture énergétique, l'énergie solaire est un luxe que ne peuvent s'offrir tous les habitants de Bougou, des agriculteurs essentiellement. Le courant est moins cher plus que le soleil. Il y a trop de choses dedans. Toujours, il faut changer de batterie. Les batteries qui coûtent 150, 100 000, des fois, on s'en prend jusqu'à Burkina. Sur les 16 villages que compte la sous-préfecture de Bilimono, dont dépend Bougou, seuls 5 sont électrifiés. Les autres sont en cours d'électrification. À Bougou, notamment, les travaux sont en voie de finalisation. Les poteaux électriques installés sur les grandes artères n'attendent que la mise sous tension. Il n'en fallait pas plus pour que le village entame sa mue. Comme les gens ont vu que le courant venait là, on ne peut pas rester dedans, il faut avoir des magasins, des congélateurs. Tous ces magasins que vous voyez là, il y a des congélateurs qui sont dedans, qui attendent l'arrivée du courant. Ils sont là, tous, ils attendent. Donc quand la haute tension va venir, ils vont brancher. En tout cas, ça sera une grande fête ici. On va inviter tout le monde. C'est ça. On n'en est pas encore là. Et la tombée de la nuit vient rappeler à tous la précarité dans laquelle vit Bougou. C'est à la tombée de la nuit que nous ressentons vraiment l'absence de courant. Moi, qui ne suis qu'un simple cultivateur, en tout cas, si le courant arrive ici, au vu de ma position à proximité de ce poteau électrique, je crois que je serai l'un des premiers à m'abonner. Le vieil homme n'a pas les moyens de s'offrir de l'énergie solaire. Pareil pour cette mère de famille qui est obligée de piler le foutou dans l'obscurité. Dans le noir, c'est vraiment difficile de piler le foutou. Mais on ne peut pas faire autrement car il y a des travaux champêtres à effectuer dans la journée et on n'a que le soir pour préparer le repas. On n'a pas suffisamment d'argent pour l'énergie solaire. S'il y avait l'électricité, les choses seraient beaucoup plus faciles. En tout cas, le courant est beaucoup attendu ici. En attendant la mise sous tension qui viendrait faciliter la vie de ces sujets, le chef Ouattara Bakogoli, lui, peut profiter des programmes de télé grâce à l'énergie solaire. Bougou, avec ses 3335 habitants, devrait dans quelques mois intégrer le cercle des localités électrifiées en Côte d'Ivoire. Un rêve qui se réalise grâce au programme national d'électrification rurale, PRONER, qui vise l'électrification des villages de plus de 500 habitants. Les villageois n'ont rien à payer pour que les villages soient électrifiés. C'est l'État qui décide d'électrifier donc ces localités. Donc tout est à la charge donc, de l'État. Et nous est souvent revenu que des personnes donc, iraient auprès donc, de nos parents dans certains villages et prendraient de l'argent disant que bon, ils vont venir travailler de sorte que le village soit sur un programme. Et je vous le dis clairement, il suffit d'être une localité de Côte d'Ivoire, le village n'a qu'à avoir au moins 500 habitants, 500 et plus.
et systématiquement, il va être inscrit dans un des programmes donc, qui vont nous permettre donc, de finir avec le village d'au moins 500 habitants. 2122 villages ont ainsi pu être électrifiés entre 2012 et 2018 pour un investissement d'environ 250 milliards de francs CFA, soit presque autant qu'en plus de 50 ans. Au total, ce sont à ce jour 4 934 villages ivoiriens qui ont bénéficié de l'électrification. Mbia, dans la sous-préfecture de Niofoué à Korogo, en fait partie. Mais depuis la mise sous tension du village en novembre 2018, les populations attendent toujours les compteurs qui leur permettront de profiter pleinement de cette électrification. Il y a courant, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas de compteur pour le moment à la maison. Donc on prie Dieu pour ne dire pas que le compteur va rester, ce compteur doit venir. Et puis on va prendre le compteur pour mettre dans notre maison. Et puis on va regarder la télé. S'il y a ventilateur à côté aussi, c'est bon. Voilà, c'est pour tout ce qu'on est en train de chercher. S'il n'y a pas de compteur, c'est comme si c'est le lumière seulement qui est sur la route, mais à la maison, il n'y a pas de lumière. Un apparent dysfonctionnement du système qui s'explique. Dès que le volet est mis sous tension, chacun peut aller individuellement faire sa demande de branchement. Maintenant, aujourd'hui, avec le nouveau programme que le gouvernement a lancé, qu'on appelle le programme électricité pour tous, il est tellement bon que tous nos parents au village attendent que le programme arrive chez eux. Donc ça donne l'impression qu'ils n'ont pas le droit de faire autre chose. Parce que finalement, au lieu de payer 150 000 francs pour être raccordé, on paye tout simplement 1 000 francs et puis le travail est fait. Donc c'est ça qui donne cette impression-là. Sinon, dès que le village est électrifié, on peut aller demander donc un abonnement. L'objectif du gouvernement est d'aboutir à une électrification totale de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. 631 milliards de francs CFA, c'est l'investissement qui est prévu pour l'atteinte de cet objectif. On passerait ainsi d'un taux de couverture de 48% en 2011 à 100% en 2030. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité sur le qui-vive. En effet, de fortes précipitations sont annoncées dans le district d'Abidjan. Alors en prélude à la saison des pluies, la ministre Anne-Désirée Ouloto multiplie les rencontres afin d'éviter les inondations. Anne-Désirée Ouloto a échangé récemment avec les autorités municipales de la commune d'Adjamé. Le point avec Grace Kando. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité dans les locaux de la mairie d'Adjamé. Anne-Désirée Ouloto est venue échanger avec les autorités communales en prélude à la saison des pluies. Sites inondables, salubrité, assainissement, installations anarchiques, prolifération de garages anarchiques, autant de questions abordées au cours des échanges. La saison des pluies arrive à grands pas. Adjamé n'échappe pas aux inondations. C'est la raison pour laquelle nous avons également anticipé avec la commune d'Adjamé pour sensibiliser déjà et apporter des mesures correctives à l'effet de faire en sorte que les populations vivent ces saisons des pluies avec un peu plus de quiétude. Donc des initiatives allant dans le sens du curage des caniveaux, de la libération des emprises, etc., seront nécessairement entreprises. Sur le terrain, nous avons déjà commencé à travailler. Nous avons commencé par la sensibilisation de notre population et par la suite, nous allons engager des actions allant dans le sens et de l'assainissement et de la salubrité. Avant Adjamé, la ministre Anne-Désirée Ouloto était dans les communes de Koumassi, d'Abobo et de Cocody. Un programme de renforcement des capacités en matière de changement de comportement des points focaux de ces différentes mairies sera mis en place. Le secteur privé est invité à s'engager dans la lutte contre l'érosion côtière. Un dialogue régional se tient actuellement dans le district d'Abidjan. Il a pour objectif de peaufiner le renforcement de la résilience du littoral ouest-africain face au changement climatique. On poursuit avec le tout premier sommet francophone sur la santé sexuelle et la reproduction. Les travaux se déroulent dans le district d'Abidjan. 3 jours durant, les praticiens francophones de changement social et de comportement vont réfléchir sur le thème « Surmonter les obstacles en santé reproductive, néonatale, infantile et de nutrition ». Les explications de Salima Toudia. En Afrique de l'Ouest, 25,9% des adolescentes de 15 à 19 ans ont déjà connu une maternité. La prévalence contraceptive moyenne est limitée à 15,5%.
Les taux de mortalité maternelle et infantile restent parmi les pires au monde, selon Brick for Action. Pour aboutir à de bons résultats en matière de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de nutrition, le changement social et de comportement est au cœur des échanges avec les experts lors du sommet francophone. Cette composante du programme de développement mondial vise à impliquer les populations dans la conception et la mise en œuvre des programmes de santé. Il y a autant de très bons exemples dans les pays de la sous-région que nous allons pouvoir nous apprendre les uns et des autres. On est là avec les bailleurs de fonds aussi et on les encourage à mieux connaître ce qui sont des bons programmes qui se font déjà et de pouvoir justement tisser les relations avec les programmes et les acteurs qui sont sur le terrain, qui connaissent très bien ce qui se passe. Le partage d'expériences, d'expertise entre les États devrait aboutir à des stratégies à développer. Nous attendons d'avoir vraiment un engagement de la communauté de partenaires par rapport à la solution qu'on peut trouver pour parer à la mortalité maternelle, néonatale, infantile, mais aussi à ce que les financements suivent. En Côte d'Ivoire, la prévalence contraceptive moderne était de 13,9% en 2012, avec des besoins non satisfaits en planification familiale estimés à 27%. Nous vous assurons de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à accompagner les résolutions de ce sommet. Les échanges entre les praticiens et l'ensemble des partenaires techniques et financiers dureront du 25 au 27 février. La Côte d'Ivoire veut renforcer son dispositif légal de lutte contre le blanchiment de capitaux. 45 magistrats, officiers de la police judiciaire, douaniers et autres gendarmes bénéficient d'une formation à l'École nationale d'administration. Ils renforcent ainsi leur capacité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Sénégal, toujours dans l'attente des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle du 23 février dernier. En direct de Dakar, la capitale, Sidonie Davila, journaliste au service politique. Bonjour Sidonie, quelle est la situation actuelle du pays ? Il faut dire qu'après cette élection, la vie a repris son cours normal ici à Dakar, même si les Sénégalais sont dans l'impatience de connaître le grand vainqueur de cette élection pour laquelle ils se sont mobilisés à plus de 60%. Concernant ces résultats, il faut dire qu'à ce jour, toutes les 45 commissions départementales ont fini de transférer les procès-verbaux à la Commission nationale de recensement des votes. Cette dernière, sur la base des PV reçus, va faire une analyse juridique de ces résultats provisoires. Et c'est ce travail qui prend un peu plus de temps à ce jour. Mais une fois terminé, la commission a un délai légal allant du mardi, c'est-à-dire hier, jusqu'au vendredi minuit, pour proclamer les résultats. Et ces résultats-là seront donnés par le président de la Commission nationale de recensement des votes, qui n'est autre que le président de la Cour d'appel de Dakar. Une fois cette phase terminée, il appartiendra au Conseil constitutionnel de valider ces résultats. S'il y a des contentieux, le Conseil devra statuer sur ces contentieux-là avant de proclamer les résultats définitifs de la présidentielle ici au Sénégal. Merci Sidonie Davila. 4 années de plus à la tête du Nigeria pour le président Muhammadu Buhari. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, félicite aujourd'hui son homologue Muhammadu Buhari pour sa réélection. Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de la République sœur du Nigeria me donne l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je salue cette réélection qui constitue assurément une marque incontestable de l'adhésion du peuple nigérian à l'idéal de progrès, de justice sociale et de démocratie pour lequel vous avez toujours œuvré, en même temps qu'il est un témoignage éloquent de la reconnaissance de vos éminentes qualités d'homme d'État et de votre engagement sans réserve en faveur de la paix et de la stabilité dans notre sous-région. Il me plaît également de saisir cette heureuse opportunité pour former des vœux choisis et renouvelés de santé et de succès continu pour votre excellence, ainsi que ceux de paix et de prospérité
pour le peuple du Nigeria. Je voudrais enfin vous assurer de mon entière disponibilité à poursuivre de concert avec votre Excellence l'œuvre de raffermissement et de diversification des liens qui unissent si heureusement nos deux pays et nos deux peuples. Très haute et fraternelle considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Pour terminer, rappelons ce Conseil des ministres qui se tient aujourd'hui au palais de la présidence de la République, en présence bien sûr du chef de l'État Alassane Ouattara. À l'ordre du jour, les questions relatives au développement du pays. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.